La croissance exponentielle du développement des technologies de l'information et de la communication permet de plus en plus de médiatiser certains contenus pédagogiques à vocation parascolaire, universitaire ou professionnelle, du présentiel enrichi par quelques ressources en ligne aux formations entièrement à distance, téléphone, visioconférence. Et il existe un éventail de possibilités communément associées au FOAD, formation ouverte à distance. Bienvenue dans le Talk Afrique. Aujourd'hui, nous abordons le sujet suivant, la formation à distance, un levier de développement en Afrique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Dr Mian Antoine. Il est sous-directeur de la technopédagogie à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, en abrégé UVC. Docteur, bienvenue. Bienvenue, merci pour l'invitation. Et en face de lui, nous avons M. Ly Almami. Lui, il est le conseiller du directeur général de l'Université virtuelle. Monsieur Ly, bienvenue. Merci, bonjour. Alors la première question est pour Dr Mian, sous-directeur de la technopédagogie. C'est un terme qui est un peu inhabituel pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce à dire, technopédagogie? La technopédagogie, c'est l'utilisation des outils technologiques dans la pratique pédagogique. Je prends un exemple simple. Un professeur de mathématiques, comme je suis professeur de mathématiques, qui utilise par exemple un support, ça peut être un vidéoprojecteur pour enseigner son cours de mathématiques, ou bien par exemple qui médiatise son contenu pour l'enseignement. D'accord, très bien. C'est ça la technopédagogie. Et vous êtes des professionnels de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et il a parlé de certains outils, on pourrait parler d'autres outils dans le cadre de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire associés à la technopédagogie, monsieur Ly. Tout à fait. Dans le cadre de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vu que nous sommes vraiment dans le virtuel, on a des outils comme des plateformes de formation. On a des outils comme les téléphones portables, les ordinateurs. On a des outils comme les connexions data pour pouvoir accéder au site et à la plateforme pour délivrer et prendre la connaissance. Très bien. Les pieds étant dans le plat, nous allons en eau profonde. Nous allons faire un bref historique de la formation à distance en Afrique. Docteur Mian. La formation à distance en Afrique, c'est les premières universités virtuelles, les premières offres de formation à distance universitaire datent de 1946. L'université sud-africaine, c'est elle qui a commencé les premières formations à distance. En ce moment-là, c'est des formations à distance. Parce qu'il faut faire la différence entre la formation à distance et la formation ouverte à distance. La formation à distance, avant, par exemple, c'était les enseignements par correspondance. Donc, on t'envoie un support de cours. Tu lis le support de cours et puis après on t'envoie des évaluations, tu fais les évaluations. Maintenant, l'ouverture est venue par le fait qu'on a utilisé des outils de la technologie, donc du numérique. Donc on a utilisé Internet, donc ça a fait l'ouverture. Voilà, donc les formations à distance, ça existe depuis 1946 en Afrique. Et les formations ouvertes à distance, c'est vraiment dans les années 2000 que ça a commencé vraiment à être mise en œuvre en Afrique. Je me rappelle bien, les premières formations que moi j'ai eu à faire, c'est 97-98 avec l'université virtuelle. Il y avait l'université virtuelle, enfin l'université de Montréal. Mais aussi, sur le paysage, il y avait l'agence universitaire de francophonie qui avait aussi commencé à donner des offres de formation en direction des populations africaines. Maintenant, en termes d'université, quand je prends l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, je prends par exemple le Nigeria depuis 2002 à une université virtuelle. Il y a aussi une université virtuelle africaine. C'est un consortium, ça a été mis en place par la Banque mondiale. Et puis il y a aussi l'université virtuelle de Tunis, qui a été créée en 2002. En 2013, on a l'université virtuelle du Sénégal, UVS. Et puis en 2015, la Côte d'Ivoire a son université virtuelle. Et là, la tendance est en hausse parce que tout dernièrement, on était avec des partenaires, des gens du Burkina qui veulent mettre en place leur université virtuelle. Il y a aussi le Niger qui est en train de mettre en place son université virtuelle. Donc, la tendance est un peu en hausse en termes d'université virtuelle. Mais sinon, la formation à distance, c'est depuis très longtemps. Depuis 1946. Et puis la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, on a eu l'enseignement télévisuel. Oui. Dans cet enseignement télévisuel-là, on avait par exemple des offres de formation en direction des enseignants.
Et ces offres de formation, c'est des formations à distance. D'accord. Mais seulement qu'on utilise la télévision ou bien soit la radio pour offrir ces formations-là. D'accord. Merci bien, docteur Mian. Les MOOC, Massive Open Online Course, et les FOAD, formations ouvertes à distance. Monsieur Ly, est-ce qu'il y a une différence entre? Il y a une différence déjà technologique, le type de plateforme qui est utilisé. Mais la différence notable, c'est que les MOOC, on n'est pas censé avoir des prérequis pour pouvoir suivre des MOOC. Et les MOOC ne se font pas dans le cadre d'une formation diplômante. C'est vraiment pour acquérir des qualifications. Ça peut être, par exemple, un MOOC pour savoir comment se maquiller. Ça peut être un MOOC pour savoir comment faire de la cuisine africaine, comme ça peut être un MOOC très très pointu sur des technologies de développement informatique. D'accord, revenons maintenant sur les formations à distance, ce qui fait l'objet de cette émission. Quel est le principe de fonctionnement de ces formations? Le principe des fonctionnements de la formation à distance, c'est de mettre à disposition déjà une plateforme qui permet à l'apprenant d'accéder à ses cours. Ces cours sont scénarisés par une équipe de technopédagogie. Ces cours sont aussi fait dans le cadre de la réglementation en vigueur dans les États où sont délivrés ces cours. Notamment pour nous, c'est le CAMES qui régit le système licence master doctorat. Donc à l'université virtuelle, on va faire nos cours dans le cadre du CAMES, licence master doctorat. Et ces cours vont être délivrés à des groupes d'élèves, environ 25 personnes par groupe, qui vont être encadrés par un tuteur ou un coach qui va les accompagner dans cette nouvelle manière d'apprendre. D'accord. Justement, nous parlons de l'équipe d'encadrement et le dispositif qui est derrière cette plateforme. Docteur Mian, comment est-ce que ça se passe de façon concrète? De façon concrète, comme l'a dit le conseiller, c'est que dans le dispositif de formation à distance, on a l'organisation. Comment est-ce que c'est scénarisé? Comment est-ce qu'on va gérer toutes les interactions? On a aussi généralement aussi ce qu'on appelle les ressources. Quelles sont les ressources qu'on met à disposition? On a la technologie, par exemple de plateforme. Quelle plateforme de technologie on va utiliser? On a l'encadrement. L'encadrement, c'est tout ce qu'il y a comme accompagnement de l'étudiant, parce que la différence, c'est que dans une formation à distance, on ne met pas le cours et on laisse l'étudiant seul devant le cours. On met le cours et... Parce qu'un cours, en réalité, c'est quoi? C'est pas seulement un texte écrit, c'est un texte avec du contenu, mais avec des activités autour. Et ce sont les activités qui vont faire l'apprentissage. Qui impliquent l'étudiant. Et donc, pour accompagner l'étudiant pour faire ces activités-là, il y a un accompagnement qui est autour. Et bien évidemment, il y a les étudiants, parce que c'est à ceux-là qu'on offre les offres de formation. Et puis, de façon générale, souvent dans les formations à distance, ouvertes à distance, on n'a pas besoin forcément d'avoir des enseignants recrutés. On peut prendre des spécialistes qui font des contenus qu'on achète, qu'on met sur la plateforme. Mais à l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire, par exemple, nous, on a pris notre approche, c'est qu'on a recruté des enseignants qui sont de l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire et qui donnent ces contenus-là. Donc, en plus on appelle ça des hommes, sinon des éléments classiques du dispositif, on a alloué, c'est par exemple les enseignants qui rentrent maintenant en ligne de compte. Nous sommes en train de voir comment la formation à distance peut contribuer au développement du continent africain. Essayons de faire une étude comparative, brève étude comparative, entre le système classique où on est en amphithéâtre, en présentiel, on écoute, et avec ce nouveau système, pas nouveau, mais peut-être nouveau pour nos différents pays. Quelle analyse on peut en faire, monsieur Ly? Comme analyse, déjà, je vais prendre le slogan, je dirais, de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est « Mon université avec moi partout et à tout moment ». Je pense que cette phrase résume le champ des possibles qui est ouvert avec la formation à distance. Habituellement, pour faire par exemple de la formation continue, parce qu'il n'y a pas que le système LMD, on peut faire aussi de la formation continue, on est obligé par exemple de faire venir tout le personnel disséminés à l'intérieur du pays, dans la capitale. Ça génère des coûts, ça génère aussi du temps qui n'est pas passé à travailler. Des problèmes d'infrastructure. Des problèmes d'infrastructure, des problèmes de disponibilité même des personnes à former. Et avec la formation à distance, on va réduire les distances.
on va multiplier les possibilités d'apprentissage. On n'est pas obligé de s'installer à 8 heures le matin devant son ordinateur pour suivre une formation. On peut prendre sur son temps de pause, on peut décider de suivre la formation à 16 heures parce qu'on a fini les réunions de la journée. Et donc ça donne de la flexibilité aussi à l'apprentissage. Enfin, je rajouterais que c'est un levier aussi de développement du fait qu'on a un éventail. Dr Mian le disait tout à l'heure, il y a des contenus qui sont disponibles, qui ont été déjà conçus par des spécialistes, qui sont disponibles sur la toile. Et ça donne vraiment un éventail de formations, je dirais, infini. Si vous avez envie de vous perfectionner, par exemple, dans un langage spécifique en informatique, ou de vous perfectionner en économie, le cours se trouve sur la toile. Parlons maintenant de la crédibilité de cette formation. Quand on sait qu'en présentiel, on peut évaluer les personnes qu'on a eu le temps de suivre, voir leur performance, mais sur les plateformes, on ne sait pas exactement qui fait les évaluations, comment on arrive à apprécier le niveau d'évaluation, Dr Mian. Rapidement, avant de répondre à la question, je voulais un peu rebondir sur l'étude comparative. En fait, l'étude comparative, il n'y a pas encore d'étude comparative, comment on appelle ça, élaborée qui a été faite pour dire, publié, en fait, par rapport à une cohorte de personnes qui rentrent en formation à distance, une cohorte de personnes qui sont en présentiel, voici les apprentissages. Mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être une constante. Je prends en Côte d'Ivoire. Un amphithéâtre en Côte d'Ivoire, normalement c'est 300 personnes, mais dans nos amphithéâtres, on se retrouve à 1000 étudiants. Donc tu as des étudiants qui sont devant et puis d'autres qui sont derrière. Quand l'enseignant se met en face, les étudiants qui sont devant comprennent quelque chose, ils prennent des notes. Ceux qui sont derrière, ils ne comprennent plus rien. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'étudiant qui est devant va donner son cours à celui qui est derrière. Mais le cours que lui il prend avec des distorsions. C'est ces distorsions-là qu'il remet à l'autre qui est derrière. Alors qu'avec une plateforme de formation à distance, tu n'as pas cette distorsion. La même qualité de cours d'un étudiant que l'étudiant reçoit en étant à Abidjan, c'est cette même qualité qu'il reçoit en étant à Korogo, c'est cette même qualité qu'il reçoit en étant au Maroc, c'est cette même qualité qu'il reçoit en étant au Zimbabwe. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez? Puis deuxième chose, c'est aussi le fait que, bon, avec la formation à distance, personne n'a mis dans 4 murs l'ouverture, la possibilité donnée à tout le monde de pouvoir accéder à du contenu. Et donc, en termes d'évaluation, ça me rappelle 2 choses. Première chose, quand je faisais mon PhD à distance, j'ai fait un PhD à distance avec l'Université de Montréal en restant en Abidjan, sur une plateforme de cours. Tous mes collègues à l'INES me disaient, mais attends, est-ce que tu es sûr que ça a une valeur? Mais 3 ans après, j'ai obtenu mon petit PhD avec l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, c'est quand même la crème, si vous voyez. Mais aujourd'hui, en fait, le problème de la pertinence ou bien de la valeur, c'est l'institution qui livre la formation à distance qui va faire la qualité de cette formation à distance-là. Maintenant, en termes de contrôle, nous, par exemple, à l'UVCI, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est dans une massification qui ne dit pas son nom. Tu te retrouves avec 3000 étudiants qui sont dispersés partout en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu peux t'assurer qu'ils font bien le cours? Oui, on a mis en place un dispositif aussi bien technologique qu'humain pour contrôler tout ce que l'étudiant fait. De sorte que la tricherie, elle existera toujours. Nous, notre rôle, c'est de mitiger. De sorte qu'à la fin, on ait un résultat qui reflète réellement les apprentissages que les étudiants ont fait. Voilà. Donc, autour c'est pour ça que c'est un dispositif de formation à distance. Et dans ce dispositif-là, il y a comment est-ce qu'on fait les cours, comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on encadre, voilà. C'est tout ça, en fait, qui fait partie du dispositif de formation à distance. D'accord, très bien. Nous allons entrer dans les enjeux économiques pour l'Afrique, puisque la formation à distance est un levier, vous l'avez dit, de développement en Afrique. Comment est-ce que la formation à distance peut booster l'économie? Ou quels sont les enjeux économiques de cette formation, de la formation à distance, Monsieur Ly? Les enjeux économiques, il faut savoir que, fort heureusement, nous sommes tous égaux face à la connaissance. Et les enjeux économiques sont de ne pas rater cette révolution numérique qui est en train de se produire à travers le monde. L'Afrique a malheureusement raté les 2 précédentes révolutions, révolution industrielle, révolution technologique, et la révolution numérique est accessible à nos populations, et accessible notamment à travers la formation à distance.
Il faut savoir aussi qu'on a des taux de croissance en Afrique qui sont élevés, et malheureusement, les revenus de nos États ne croissent pas proportionnellement à ce taux de croissance. Et il est inévitable que nos États aillent vers la formation à distance, parce que nous n'arriverons pas à construire aussi rapidement autant d'universités qu'il faut pour atteindre le pourcentage de population suffisant pour faire l'émergence de nos États. Et la formation à distance est une opportunité pour rattraper le retard que nous avons pris. En quoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait un choix stratégique en permettant la création d'une université virtuelle sur ce sol? Le choix stratégique de la Côte d'Ivoire provient en fait du fait qu'on va d'un constat simple. Tu te rends compte que, par exemple, là, il y a toutes les études qui sont faites sur l'accès dans les universités disent qu'elle est inéquitable. C'est-à-dire l'étudiant qui veut partir en droit ne peut pas partir en droit parce qu'il n'y a pas de place en droit. Deuxièmement, l'État se rend compte qu'aujourd'hui, le numérique a une valeur économique, est une force économique. Aujourd'hui, le numérique est devenu un outil stratégique. Si tu veux que ce numérique-là, tu puisses l'utiliser en tant qu'outil stratégique, il faut avoir des personnes ressources. Comment mieux former des personnes ressources en numérique que de faire une université numérique? Donc, stratégiquement, c'est déjà ça. Et aujourd'hui, quand nous parlons de développement, le développement, ça vient d'où? Ça vient de la connaissance. La connaissance vient d'où? Vient des universités. Si l'université n'est pas capable de pouvoir, qu'on appelle ça, accueillir beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons en Côte d'Ivoire, cette année, on a eu peut-être 115 000 étudiants, nouveaux bacheliers. Combien seront accueillis dans les universités publiques en présentiel, connaissant les problèmes que nous avons? Depuis 3 ans que l'université virtuelle existe, chaque année, nous envoie au moins 4 000 étudiants. Voilà. Donc nous, on devient insensible au nombre, en fait. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, on devient insensible au nombre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'étudiants par rapport à la population va croître. Or, toutes les études montrent que pour aller à l'émergence, il faut au moins 2% de ta population qui soit étudiant. Nous, on a quoi? On n'a même pas 1%. Donc, stratégiquement, ouvrir une université virtuelle, c'est ça. Maintenant, cette université virtuelle-là, elle n'est pas là pour rentrer en concurrence avec les autres universités virtuelles, avec les autres universités qui sont en présentiel. Elle est partenaire des autres universités qui sont en présentiel. Elle les accompagne pour qu'elles-mêmes puissent donner des offres de formation dans leur spécialité. Je prends un exemple simple. Oui, allez-y. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ne va jamais ouvrir une filière, une spécialité en histoire-géo. Parce qu'on n'a pas de spécialité en histoire-géo. Mais l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire va accompagner l'Université Félix Houphouët-Boigny à ouvrir une spécialité en histoire-géo parce que l'Université Félix Houphouët-Boigny a des personnes ressources. Nous sommes aujourd'hui des spécialistes de tout ce qui est technopédagogie. Donc, on peut accompagner des gens pour concevoir le dispositif, concevoir les contenus, former les gens. Mais les spécialistes, ce n'est pas nous. Pour preuve, on a par exemple, cas concret, on a accompagné le Trésor de Côte d'Ivoire pour mettre en place leur plateforme de formation à distance. Mais cette plateforme de formation à distance qu'on a mis en place, il y a un gain en termes économiques. Au lieu de déplacer 4000 agents pour venir à Abidjan pour les loger, ces 4000 agents-là restent chez eux. Il peut avoir accès à son contenu à n'importe quelle heure. Il peut se lever à minuit, il fait son cours, il fait ses exercices et puis c'est fini. Donc c'est un peu ça qu'on a comme en termes de gain. Aujourd'hui, quelle est la perception des autres? Quand je dis des autres, je fais allusion aux autres étudiants qui sont dans les universités classiques par rapport à leurs amis de l'université virtuelle. En Afrique ou en Côte d'Ivoire, quand on dit je vais à l'école, on voit un déplacement vers un lieu X et on voit quelqu'un qui revient avec du matériel. Oui. Alors que le cas que vous expliquez, il est tout à fait différent. Aujourd'hui, comment les autres voient leurs amis? Pour l'expérience que j'en ai, les cas que j'ai vus notamment à travers nos étudiants qui sont en Fab Lab ou dans les manifestations estudiantines autour du numérique, je vais rappeler que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a ouvert une filière informatique et sciences du numérique à juste titre, hein, parce que c'est comme un démonstrateur et ça permettra justement d'avoir la masse critique de personnes compétentes pour pouvoir développer les offres de formation numérique et faire la transformation digitale
du moins en Côte d'Ivoire. La perception que les autres étudiants avaient, même les parents, à l'ouverture de l'université virtuelle il y a 3 ans, c'était plutôt de se demander c'est quoi cette université où on ne part pas à l'université, on reste à la maison. Beaucoup étaient dubitatifs, ça peut se comprendre. Mais ce que je constate plutôt 3 ans après, c'est que les autres étudiants se rendent compte que les étudiants de l'université virtuelle, par exemple, dès la 2e année ou la 1re année, ils travaillent en même temps qu'ils suivent leurs études. Il y en a beaucoup qui gagnent plus de 100 000 francs par mois, les meilleurs, parce qu'ils sont community managers dans des institutions ou dans des entreprises, ou développeurs d'applications web et mobiles, ou mobiles dans d'autres. J'imagine, en tout cas c'est notre souhait, que ça continue dans ce sens-là et que ce soit la démonstration qu'on peut poursuivre ses études et être performant, avoir de l'employabilité et monter des entreprises. Justement, parler de performance au niveau de l'université virtuelle. Docteur Mien, vous l'avez dit que chaque année, l'État met à votre disposition près de 4000 étudiants. Après 3 années, après quelques années, quel est le niveau de performance de ces étudiants inscrits à l'université virtuelle? Alors, le niveau de performance, d'abord en termes on appelle ça, de nombre d'étudiants. C'est vrai qu'avec ce dont parlait le conseiller technique, c'est que les parents, première année, en 2016-2017, on nous a envoyé 5 000 étudiants. Personne ne croyait à la chose. Donc, on dit aux étudiants, change d'école. Donc, beaucoup d'étudiants ont changé d'école. On se retrouve avec 2500 étudiants. Par là, qui ont vraiment... qui ont été vraiment résilients, qui sont restés dans l'université virtuelle. 2e année, c'est la même chose. On a toujours 2500, 1500, parce que des gens ne croient pas encore. 3e année, on est tous dans cette tendance. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que on a fait notre première rentrée en 2016-2017. Aujourd'hui, on est en 2019-2020 et notre première promotion est en licence. C'est-à-dire qu'ils ont fini la licence, ils sont en stage. Ceux qui sont rentrés avec eux en 2017 dans les universités classiques, demander à ces étudiants qui sont dans les universités classiques là, ils sont en quelle année? Ils sont souvent en 2e année. Ils sont souvent en 2e année, soit en 1re année. Voici déjà quelque chose d'intéressant. Deuxième chose d'intéressant aussi, c'est le taux, par exemple, de passage, ce qu'on appelle le rendement interne, de la 1re année à la 2e année. On se retrouve aujourd'hui à 42%. Mais c'est la même chose un peu au Sénégal, c'est à 42%. Parce que en 1re année, les étudiants ne maîtrisent pas encore le dispositif. Mais ce qui est intéressant, c'est que le taux de passage de 2e année à 3e année, on est à 62%. Parce qu'ils commencent à maîtriser les dispositifs. Ils commencent à être autonomes. Parce que l'université virtuelle, c'est vraiment l'autonomie. Tu n'as personne pour te surveiller. Tes cours, tu les prends à quel moment, à l'heure à laquelle tu veux. Mais nous, ce qu'on a fait pour un peu bien encadrer cette autonomie-là, c'est que du lundi au vendredi, on met les cours en ligne. Donc, quand je dis les cours, c'est les définitions, et puis après les activités d'auto-formation. Et puis le samedi et dimanche, tu dois faire un devoir de maison. Et ce devoir de maison, là, tu le fais à la maison. Il compte pour 40% dans ta note finale. Quand on finit de faire tout, en fin de semestre, il y a un examen qu'on appelle l'évaluation certificative qu'on fait. Mais cette évaluation certificative-là, il faut qu'on dit à l'étudiant d'être présent pour contrôler son identité. Comme tu le disais tout de suite, pour vérifier que c'est lui qui compose. Effectivement, oui. Mais quand il vient, ce qu'on nous fait, c'est qu'on a un système qu'on a appelé une solution d'examen, 0 papier. L'étudiant, il vient, il rentre dans sa plateforme, il check, quand il finit, dès qu'il fait OK, on connaît sa note. 10 jours après, on a les résultats. On n'attend pas 3 semaines, 4 semaines pour avoir les résultats. Voici un peu ce que l'université virtuelle est en train de mettre en place en fait comme outil pour digitaliser en fait l'enseignement supérieur. La dernière question qui va me servir en même temps de mot de fin, de conclusion, c'est de savoir les prochains défis de la formation à distance. Les prochains défis, vous parlerez de l'université virtuelle, mais en Afrique, quels sont les prochains défis en 30 secondes? En 30 secondes, je pense que le défi principal de la formation à distance en Afrique, c'est de réussir à conquérir les formations classiques. Vraiment, les faire adhérer à l'hybridation de leur contenu
et de leur manière de faire les cours actuellement. Docteur Mian, au niveau de l'université virtuelle, les prochains défis? Le prochain défi pour nous, c'est l'employabilité. Parce que si les étudiants qui rentrent à l'université virtuelle sortent et puis sont employables dans un monde qui est digitalisé, ce sont les parents qui vont eux-mêmes courir derrière l'université virtuelle. On ne va plus courir vers eux. Donc, aujourd'hui, notre défi, c'est vraiment l'employabilité des étudiants qui rentrent à l'université virtuelle. On a mis en place des dispositifs pour ça. On a un Fab Lab, on a un incubateur, on organise tout ce qui... On a un service de certification. Mais l'idée pour nous aujourd'hui, c'est l'employabilité. Merci, docteur Mian. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la technopédagogie à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Ly Almami. Vous êtes conseiller du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et avec vous, messieurs, nous avons parlé de la formation à distance, un levier de développement de l'Afrique. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt pour un autre numéro sur Médian TV Afrique. Thank you.